citoyens qui veulent aussi devenir des cyberactivistes. Donc, on va parler de ces deux sujets. Avant de commencer, je voudrais donc vous faire visionner une vidéo à propos de Diana Blay. Parce que vous savez que j'ai produit quelques messages publics où j'ai insisté sur le fait que Diana Blay était victime de la supercherie et du mauvais comportement du gouvernement Ouattara, parce qu'il en réalité pilote les activités de la justice en Côte d'Ivoire, ce qui est dommage. Alors, vous allez voir que Diana Blay a été donc emprisonnée à 1 an à la Maca. Ça m'étonne que la FECI n'ait rien dit. Je crois que la FECI aussi est un peu intimidée ces temps-ci par le pouvoir Ouattara. Parce qu'on vient prendre une étudiante comme ça et que vous ne dites rien. Hein, elle partage quelque chose sur Facebook, on l'emprisonne, on la met à la Maca pour rien du tout. Et vous êtes là, vous ne dites rien. Nous invitons les camarades de la FECI à sortir et à demander la libération de leur sœur. Voilà. Donc, je vais vous faire regarder donc quelque chose rapidement. C'est un élément qui explique bien la situation. Et on va commencer. Donnez-moi juste une seconde. Je vais retourner la caméra. Alors, on va juste commencer là comme ça. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Diane Blay et elle est condamnée à 12 mois de prison ferme dans l'affaire de la profanation de la tombe de Didier Arafat. Le procès de Diana Blay s'est tenu ce vendredi 20 septembre 2019 au tribunal du Plateau à Abidjan. L'étudiante a été condamnée à 12 mois de prison ferme. Défendue par 3 avocats, Diane Blay a comparu seule. Selon les informations, 10 autres personnes avaient également été arrêtées dans le cadre de cette affaire. Mais jusqu'ici, elle a été la seule à s'être présentée devant la justice ivoirienne. Notons que Diane, depuis le début de cette affaire dite profanation de la tombe de Didier Arafat survenue le 31 août 2019, est accusée pour des publications sur les réseaux sociaux. Après 3 records, voici la date du procès qui est enfin arrivée le 20 septembre 2019. Constatant son image sur les réseaux sociaux, dans cette affaire, Diane Blay dit s'être rendue dans les locaux de la police judiciaire en compagnie de son père pour expliquer sa version des faits. Elle s'exprime en ces termes. « Je ne suis impliquée ni de près ni de loin dans cette histoire. Je n'étais pas présente au stade ni au cimetière. Étant une abonnée de la page de Didier Arafat, je participais à des discussions sur cette même page et j'ai vu un commentaire. J'ai simplement copié et collé 2 fois ou 3 fois sur une autre page. Je ne savais pas que ça allait prendre cette ampleur. Je demande pardon à tout le monde, avait-elle exprimé dans une vidéo de confession. Malgré l'appel à l'indulgence de certains leaders d'opinion, notamment du journaliste et écrivain André Silver Conan, au procureur Richard Adou, l'étudiante fera 12 mois à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, abrégée la MACA. Notons ici qu'elle a été entendue pour la première fois le vendredi 6 septembre 2019 et suite au verdict prononcé en ce jour du 20 septembre 2019, les 3 avocats qui l'ont défendue disent regretter cette condamnation et comptent faire un appel du jugement. En ce qui concerne les autres personnes interpellées, dans le cadre de la même affaire, cela demeure un mystère car jusqu'aujourd'hui, ils ne se sont pas encore présentés devant la barre. Le message que j'aimerais faire passer à la fin de cette vidéo est « Contrôlons nos émotions, cessons d'agir avec pulsion ». Voilà une étudiante qui va perdre une année scolaire, bien qu'étant innocente dans l'affaire de la profanation de la tombe de Didier Arafat. Espérons que le rappel fait par les avocats soit accordé et qu'elle soit libérée d'ici peu.
Donc, la team... Voilà. Donc, voici, vous avez suivi cet élément qui explique très très bien la situation. Diane Blay a fait quelques commentaires ça et là sur le sujet donc de la profanation de la tombe de Didier Arafat. Et aujourd'hui, elle est retenue coupable de quelque chose dont nous ne savons pas. Peut-être qu'elle est coupable d'avoir aussi participé à la profanation. Mais en tout cas, elle va séjourner 12 mois à la MACA. Voilà. Il est important de souligner que 10 autres personnes, 9 autres personnes ont été interpellées dans cette affaire, mais ces 9 autres personnes, personne ne sait où ils sont. Voilà, c'est Diana seule qui est retenu coupable. Ils sont à la recherche des 9 autres. Le procureur Adou est à la recherche des 9 autres personnes qui auraient été donc listées et qui sont interpellées dans cette affaire. Alors, je voudrais simplement dire, je ne vais pas revenir sur les propos que j'ai déjà tenus. C'est lamentable, c'est déplorable et on espère que effectivement les 3 avocats de Diana Blay vont faire un appel et peut-être qu'à la suite de cet appel, les gens reviendront à la normale et vont purement et simplement la libérer. C'est une affaire qui me tient à cœur, c'est pourquoi je suis revenu sur les réseaux sociaux. Parce que ça fait mal qu'aujourd'hui dans mon pays, on puisse arrêter des jeunes gens qui ne veulent que étudier, qui ne veulent que s'amuser, qui ne veulent que vivre, qui ne veulent que s'exprimer sur les réseaux sociaux. On les arrête, on les met à la MACA, là où il y a des voyous, là où il y a des bandits, là où il y a des tueurs, des criminels. C'est là-bas on met une jeune fille comme ça de 21 ans, et étudiante. Voilà, c'est quand même révoltant. C'est quand même révoltant. Voilà. Donc, si j'ai voulu effectivement vous montrer ça, parce que c'est une affaire assez sérieuse. Le procureur Adou, je vais parler du procureur Adou aujourd'hui, parce que j'ai suivi une vidéo de monsieur Jean Bonnet, qui est très proche de Afin Guessan, et qui racontait un tas de sottises. J'ai dit, je ne vais pas laisser ça. Je ne vais pas laisser ça, je vais essayer de lui donner des cours. C'est un juriste en plus, donc ce n'est pas à moi de lui donner des cours, mais comme il mélange toutes les notions, il mélange tout, je vais lui expliquer certaines choses. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que moi je suis mieux que Jean Bonnet? Il s'appelle... Je n'ai jamais dit que j'étais mieux que quelqu'un. Je dis que quand quelqu'un dit des choses et que ces choses sont fausses, il faut venir ici pour lui dire que ces choses sont fausses. Mais moi, je ne vais pas dire dans ma bouche. Ça, peut-être, tu n'es pas habitué à mes vidéos. Moi, quand je dis quelque chose, je vais lire, je vais documenter ce que je dis. Même Jean Bonnet, quand il va écouter, il sera obligé d'aller regarder, d'aller lire et de comprendre ce que je dis. Voilà. On va passer ici une vidéo de Jean Bonnet. Je ne vais pas montrer son visage, mais on va écouter quand même ce qu'il raconte. Pourquoi je ne l'entends plus? C'est sur mute. Comment on enlève le mute là? Ah. Pourquoi c'est maintenant que ça fait ça? Les gens, ils ont des gris-gris, hein. Là, je m'apprête à le descendre et il a fait agir ses gris-gris. Bon, je vais le retrouver. Jean Bonnet. Alors, Jean Bonnet, c'est bizarre, j'ai toujours trouvé ce monsieur quand même intelligent. Et il dit des choses à propos de la libération, bon, à propos du procès en appel, mais il rentre dans des considérations avec beaucoup d'erreurs. Lesquelles le monde doit aller. Écoutez d'abord l'introduction de son propos. Social, professionnel. Voilà. Et c'est tout cela que je voudrais rencontrer, échanger avec eux
Et dans le bouillonnement de nos divergences idéologiques, politiques, nous arriverons peut-être à trouver des voies et moyens pour apaiser la politique en Côte d'Ivoire, faire en sorte que la politique des uns ne se... Ce pourquoi je souhaiterais rencontrer également ceux de Paris qui m'ont manifesté leur grand intérêt. Mais avant d'aborder à proprement parler cette question, je voudrais expliquer à nos frères, nos sœurs, nos parents, nos compatriotes ivoiriens que contrairement à ce qu'ils croient, le monde est géré. Pas croire. Le monde n'est pas une planète sans maître. On a beau crier au souverainisme, au patriotisme, mais le monde est géré. Et ça, les gens doivent le comprendre. Et quand je dis le monde est géré, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Le monde est géré par les puissants de ce monde. Le monde est géré par les puissants de ce monde. Ce sont les puissants de ce monde qui impriment la marque du monde. Ce sont les puissants du monde qui indiquent les directives dans lesquelles le monde doit aller. Ah bon? On peut le regretter légitimement, mais la réalité, c'est que le monde est géré. Voilà. Alors, il y a, je crois, 2 mois, j'ai fait une vidéo pour expliquer que la CPI... Avant d'aller plus loin, il dit le monde est géré. Le monde est géré par les puissants de ce monde. Bon, qu'est-ce qu'il appelle puissant de ce monde? Moi, j'en sais rien. Hein. Peut-être qu'il parle des États-Unis, peut-être qu'il parle de la Russie, de la France, de l'Angleterre. Peut-être que c'est de ceux-là qu'il parle. Le monde est géré par ceux-là. Et qu'on a beau parler de patriotisme, on a beau parler de ceci, de cela, mais le monde est géré par ceux-là. Moi, je voudrais dire quelque chose, c'est que le monde n'a pas toujours été géré par cela, Monsieur Jean Bonnet. Le monde a été géré aussi par la Grèce. Le monde a été aussi géré par la Rome. Le monde a été aussi géré par l'Égypte ancienne. Donc, il y a eu des mutations dans le temps. Donc, si aujourd'hui, les puissances dominantes dont vous parlez là, hein, l'Angleterre, les États-Unis, tout ça là, c'est parce qu'il y a eu des combats. Il y a eu des combats. Et donc quand les gens parlent de patriotisme, c'est bien. Parce que eux aussi, ils veulent se battre pour que leur patrie devienne aussi des puissances. Est-ce que tu vois? Donc il ne faut pas dire que on a beau parler de patriotisme, mais le monde est géré. Le monde est géré, ça veut dire quoi? Parce que je sais où tu veux en venir. La Côte d'Ivoire, on a le président Laurent Gbagbo qui est en prison. Et il va subir un appel bientôt. Et tu dis que le monde est géré, qu'on le veuille ou pas, ce sont les grands qui vont décider. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que tu dis. Ça n'empêche pas le combat de la résistance. Parce que le patriotisme, c'est important dans toutes les nations. Même que tu sois du Soudan, que tu sois du Mali, que tu sois du Burkina, que tu sois... Ce n'est pas parce que le monde est géré que vous n'allez pas mener un combat patriotique. Parce qu'un jour, nous aussi, nous deviendrons une puissance. C'est ça qui est la vérité. Vous n'y croyez pas parce que vous êtes des fatalistes. C'est ça, en fait, dans votre groupe-là. Vous êtes des fatalistes et c'est pourquoi vous vous affiliez et que vous vous agenouillez devant ces puissances-là. Vous vous agenouillez devant ces puissances-là. Nous, on ne s'agenouille devant aucune puissance. Nous sommes fiers d'être africains. Nous sommes fiers d'être ivoiriens. Nous sommes fiers d'être des patriotes et nous allons nous battre pour qu'un jour nos enfants soient dignes. C'est ça l'essence de notre combat. Internationale qui dépend de l'ONU. Voilà. Et donc, quand Fatou Bensouda fait appel, ce n'est pas par frustration. Parce que Fatou Bensouda, elle est membre du système des Nations Unies. Comme l'UNICEF, comme la Banque mondiale, le FMI, enfin, toutes ces organisations internationales. Et donc, Fatou Bensouda
est un fonctionnaire international. Parce que de la même manière qu'il existe une fonction publique nationale, ben, il existe également une fonction publique internationale. Voilà. Les travailleurs de la BAD sont des fonctionnaires internationaux. Les travailleurs de l'Union africaine sont des fonctionnaires internationaux. Ouais, mais où tu veux en venir? La CPI est un organe qui est dirigé par des fonctionnaires internationaux et c'est eux qui choisissent les juges de la CPI, c'est eux qui nomment le procureur de la CPI. Ah non. Voilà non. comment ça marche. C'est pas vrai. Fatou Bensouda, en tant que... Ça, c'est pas vrai. Tu vois? Ce n'est pas l'ONU qui choisit le procureur, les juges, etc. Je n'y crois pas. Je ne crois pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai pourquoi? Ce qu'il veut nous faire comprendre ici, c'est que, comme on appelle ça, la CPI est une succursale, si je puis m'exprimer ainsi, de l'ONU. Et donc, tout ce que les juges de la CPI prennent comme décision, eh bien, ils prennent ça de l'ONU. Voilà, c'est ce qu'il veut dire ici. Il va expliquer mieux même. Regarde. La fonction publique internationale, elle a aussi ses chefs. Et son chef immédiat, c'est qui? C'est le secrétaire général des Nations Unies. Des Nations Unies. Ouais, ça c'est pas... Le secrétaire général des Nations Unies lui-même, il a au-dessus de lui, d'un strict point de vue hiérarchique, le Conseil de sécurité des Nations Unies, Conseil de sécurité où siègent donc les grandes puissances de ce monde, dont la France. Et c'est pour ça que quand il y a eu les différentes crises en Côte d'Ivoire, toutes les résolutions sur la Côte d'Ivoire étaient d'initiative française. D'initiative française. C'est-à-dire que quand l'ONU doit prendre une décision sur la Côte d'Ivoire, c'est à la France qu'on demande de venir exposer. Ça a quoi avec la CPI? On demande de venir proposer des solutions. Ça n'a rien à voir avec la CPI? Demain, s'il y a une crise au Zimbabwe, ce sera... L'Angleterre est une ancienne colonie, mais là tu reviens... Ouais, bon, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de la CPI et de l'ONU. Au Libéria, ce sera les États-Unis. Voilà. Et donc le monde est géré, le monde est partagé. Voilà comment ça fonctionne. Bon, pas vrai. Ah, je suis pas d'accord. On a compris ça. On comprend que c'est pas parce que Fatou Bensouda est fâchée contre Gbagbo qu'elle... c'est à ça qu'il veut en venir. Ce ne sont pas ces états d'âme qu'elle gère. Ah, d'accord. Elle suit des instructions. Des instructions de qui? Voilà. Et c'est le Conseil de sécurité de l'ONU, donc, qui décide si elle doit faire appel ou non. Voilà. Bon, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok, j'ai compris ce qu'il veut dire. Il veut nous dire que si Fatou Bensouda a décidé de faire appel de la décision de la chambre, la première chambre de la CPI, c'est bien parce que c'est le Conseil de sécurité qui lui a intimé l'ordre. Bon, ça c'est faux, monsieur. C'est faux. Vous ne connaissez pas le rôle d'un procureur. Vous ne savez pas ce que c'est que être procureur. Hein? Un procureur ne reçoit pas ses ordres de son chef, comme vous dites. Moi, je pense, en mon sens, que le procureur est quand même indépendant. Même si il dépend en tout cas en Côte d'Ivoire ou bien d'un point de vue national, le procureur dépend du ministère public. Ça, tout le monde le sait. Hein, le ministère public. Donc, le procureur défend des valeurs d'une société, hein, d'un État, d'un pays, etc., etc. Donc, le procureur, c'est celui qui essaye d'établir la justice. Mais il ne dépend pas de quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui lui dit, monsieur le procureur, poursuivez telle personne. Bon, dans le cas d'un État, c'est la police, le commissariat ou bien quelqu'un qui a subi des impairs
qui peut dire, bon, moi je vais saisir le procureur. Mais ce n'est pas une autorité. Parce que quand il va plus loin, il dit Madame Biekesse là, celle qui a dit I Biekesse là. Écoutez. Hein. Pas appel. Donc Fatou Bensouda réagit donc aux instructions qu'elle reçoit des membres puissants du Conseil de sécurité. Les membres puissants du Conseil de sécurité. Côte d'Ivoire. Un peu comme en Côte d'Ivoire. C'est le ministre de la Justice qui va instruire le procureur de poursuivre ou de ne pas poursuivre une dame. C'est pas vrai. Quand la députée, je ne sais plus comment elle s'appelle là, du Nord, je crois Tengrela, la fameuse Ibie Kessé, commet un certain nombre d'impairs et que le procureur ne la poursuit pas, c'est parce que le procureur ne reçoit pas d'instruction du ministre de la Justice. D'accord, je comprends maintenant. Non, c'est pourquoi notre sœur a été condamnée alors. C'est pourquoi Diane Blé là, a été condamnée. Donc ça veut dire que les ordres sont venus de là-haut. C'est ce qu'il est en train de démontrer ici. Hein. Ça, c'est même pas moi qui le dis. Ça veut dire que le ministre de la Justice a donné des ordres au procureur pour dire celle-là, il faut la poursuivre, il faut la condamner. Voilà. Mais Ibiekesse là, non, il ne faut pas la condamner. Elle, ça va. Mais monsieur, comment il s'appelle là? Alain Lobognon, qui était député au même titre que Ibiekesse, Alain Lobognon, lui, le ministre de la Justice, a dit oui, lui, tu peux le condamner. Mais quand tu es proche du RDR, le ministre de la Justice, puisqu'il a été nommé par le président de la République, donc si lui, il doit intimer l'ordre au procureur pour dire il faut condamner celui-là. Non, mais il ne faut pas condamner celui-là. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, monsieur Jean Bonnet. Mais ça ne m'étonne pas que peut-être qu'en Côte d'Ivoire ça fonctionne comme ça, mais à la CPI, ça ne fonctionne pas comme ça, monsieur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais vous lire le rôle du procureur. Je vais vous lire. Parce que des gens ont dit que oui, tu penses que tu es mieux que... Bon, ceux qui n'aiment pas lire, c'est ce qu'ils disent toujours. Alors qu'il suffit simplement de lire. Je vais vous épargner des détails qui ne sont pas très importants. On dit c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles... Ça, c'est je lis le rôle du procureur. Hein. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il est considéré à tort comme quelqu'un qui cherche à condamner le plus de gens possible. Parce qu'on essaye de faire la comparaison entre le procureur général et le procureur de la République. Le procureur général, lui, il est une sorte d'avocat de la société, mais il s'adresse plus aux juridictions. Voilà, donc c'est lui qui te dirige vers les juridictions compétentes. Mais le procureur de la République, lui, il est dans l'action. C'est-à-dire que c'est lui qui va... souvent même, il intervient même au procès. Voilà, donc c'est lui qui poursuit, c'est lui qui fait condamner. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de dire ici. On a l'impression que le procureur de la République, lui, il veut toujours condamner les gens. Donc, c'est pour ça qu'ils disent, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il est considéré à tort comme quelqu'un qui cherche à faire condamner le plus de personnes possible. Mais, il s'agit bien là d'un mauvais procès qui lui est intenté. Car dans la réalité, le procureur est mis au courant des affaires par l'officier de police qui a reçu la plainte ou alors par la victime lui-même. Donc, il ne reçoit pas les affaires de l'État de Côte d'Ivoire. Il ne reçoit pas les affaires de choses du ministre. Non. Il dit, c'est uniquement à partir de ce moment que le procureur, au vu des dossiers qu'il a en sa possession, décide de lancer une poursuite judiciaire ou d'abandonner toutes les charges en raison d'un dossier pas solide ou solide. Voilà, ça c'est écrit ici. Donc ici, il n'y a pas l'intervention d'un ministre. Il n'y a pas l'intervention d'un supérieur. On dit, c'est le commissariat, la police, qui dit, ah tiens, voilà, nous avons un dossier ici, monsieur le procureur, voilà. C'est à vous de décider. Et le procureur, maintenant, regarde. S'il veut poursuivre, il poursuit. En fonction de la solidité des preuves, en fonction de la solidité du dossier. Est-ce que vous comprenez? Jamais on a dit qu'un ministre donne les ordres. Où Jean Bonnet a trouvé ça?
Où Jean Bonnet a trouvé ça? Ça, c'est du faux, ça. Est-ce que j'ai besoin d'être mieux que Jean Bonnet pour venir dire ça? C'est documenté ici. C'est documenté ici, il suffit de lire seulement. Donc, je ne suis peut-être pas meilleur que lui, mais ce que les documents disent là, personne ne peut contester ça. C'est ce que je voulais dire déjà d'entrée de jeu. Voilà, ensuite, il veut nous dire que Bensouda est soumis au dictat de l'ONU. Il cite même le Conseil de sécurité. Il cite même le Conseil de sécurité. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la CPI est une institution très jeune qui a été créée en 1994, je pense, 94. Hein? C'est vrai que c'est l'ONU qui a convoqué une sorte d'assemblée diplomatique et qui a créé effectivement la CPI. Donc, ce qu'ils ont appelé le traité de Rome. Mais ceux dont vous parlez, qui sont les grandes puissances, n'ont même pas ratifié le traité. Ils n'ont pas ratifié le traité. Les États-Unis n'ont pas ratifié le traité. La Russie n'a pas ratifié le traité. La Chine n'a pas ratifié le traité. Et tous les pays arabes n'ont pas ratifié le traité. Donc, quand vous dites que les puissants de ce monde, c'est eux qui décident, c'est eux qui demandent, non, c'est pas possible puisqu'ils n'ont même pas ratifié le traité de Rome. Donc, comment eux, ils peuvent dire à Bensouda, il faut faire appel contre Laurent Gbagbo parce que c'est nous qui décidons. Mais comment ils peuvent décider puisqu'ils n'ont pas ratifié le traité? Donc, quand tu parles, il faut nous dire s'il y a des choses qui sont officieuses et il y a des choses qui sont officielles. Parce que tel que tu parles, tu fais comme si c'est officiel. Tu fais comme si c'est normal, tout le monde le sait, c'est l'ONU qui donne des ordres à la procureure de la République et que c'est comme ça se passe dans le fonctionnement. Non, 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 non. Si tu fais ça, tu vas tromper tes élèves. Si tu fais ça, tu vas tromper tes élèves. Le ministre de la Justice en Côte d'Ivoire ne donne pas des ordres au procureur de la République pour dire il faut faire condamner bien que c'est. Ou bien elle, il faut la libérer. Jamais de la vie. C'est une affabulation. Je ne sais pas où tu as trouvé ça. Voilà. Donc ça c'est clair. À côté de cela, il poursuit son propos. On va l'écouter encore. Demandant de la poursuivre. Donc le procureur, en réalité, on peut s'en prendre au procureur pour exprimer notre frustration, mais en réalité, le procureur n'est pas le donneur d'ordre. C'est un receveur d'ordre et il applique. Mais qui a dit ça? Et donc c'est la même chose pour Bensouda. C'est la même chose pour Madame Bensouda. Elle reçoit des instructions parce qu'elle est fonctionnaire. Voilà. Elle n'est pas le chef de l'ONU, c'est une fonctionnaire internationale. Voilà. Elle a beau être procureure, magistrate, elle n'en reste pas moins une fonctionnaire, une simple fonctionnaire internationale. Voilà. Alors la question donc qu'il faut se poser, c'est pourquoi l'ONU décide-t-elle d'instruire Mme Bensouda à l'effet d'interjeter un appel contre la décision d'acquittement de Gbagbo et Charles Blé Goudé? C'est ça la bonne question. Mais cette question, il faut la trouver dans notre incohérence, dans le fait que nous n'avons pas encore compris comment le monde fonctionne, dans notre incapacité à décrypter les grands enjeux qui gouvernent donc cette planète. Et je vais vous expliquer simplement. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est que quand vous expliquez les choses et que ça ne rentre pas dans... ça ne raconte pas l'assentiment des gens, ils estiment que vous êtes contre eux. Voilà. Quand vous leur dites ne faites pas ça, c'est pas bon, ils disent non, non, c'est parce que tu n'aimes pas Gbagbo que tu dis ça. Ouais, moi je savais que toute cette gymnastique que tu es en train de faire, c'est pour arriver à ce résultat. Parce que tu veux trouver le moyen de tirer sur Gbagbo. Donc il faut faire toute une gymnastique pour dire oui, c'est parce que peut-être Gbagbo a pris des positions contre l'ONU, qu'aujourd'hui l'ONU veut le... Bon, ça c'est... Bon, je ne sais pas pourquoi tu t'emmerdes. Pourquoi tu t'emmerdes le frère? Hein? Tu es un grand frère. Bon, écoute. La CPI
non seulement a violé ses propres textes, tant au point de vue de la procédure, hein, tant à plusieurs niveaux, la CPI a violé ses propres textes. Est-ce que tu vois? La façon dont le président Laurent Gbagbo a été pris mani militari, il a été emmené là-bas en Hollande sans même avoir eu l'assentiment de ses avocats, etc., etc. Tout ça, ça a été dit au début. Ensuite, la CPI a fait un procès en bonne et due forme. Des témoins ont été écoutés. Malheureusement, les témoins n'ont pas convaincu les juges. Nous avons donc eu une décision à la majorité. Hein? Ce n'est pas une décision de complaisance. C'était une décision à la majorité des juges. J'en avais 3. 2 juges ont dit que le dossier n'était pas suffisamment solide. Mais, il est vrai qu'on donne l'acquittement au président Laurent Gbagbo et au ministre Charles Blé Goudé, mais on donne la possibilité. C'est la CPI qui donne la possibilité. Ce n'est pas l'ONU. C'est la CPI qui donne la possibilité à Bensouda d'interjeter appel. La CPI prononce l'acquittement immédiat du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé et donne la possibilité à Mme Bensouda d'interjeter appel dans un délai qui est connu. Donc, où est l'ONU dans ça? Je ne sais pas pourquoi tu vas faire des démonstrations compliquées comme ça pour dire, ah non, comme c'est l'ONU qui a demandé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si je veux même là, je peux faire passer la décision des juges. Le jour où ils ont prononcé l'acquittement de Laurent Gbagbo, là, ils ont parlé de la possibilité pour Bensouda de faire appel. Pourquoi Bensouda fait appel? Elle fait appel parce que tout simplement elle a perdu. En première instance, elle a perdu. Donc, il faut qu'elle essaye de tout faire pour pouvoir garder le président Laurent Gbagbo hors d'état de nuire, hors de la Côte d'Ivoire, hors du jeu politique. Tout le monde le sait. D'abord, elle n'a pas voulu qu'il y ait libération immédiate. Elle s'est battue pour que le président Laurent Gbagbo reste à la CPI. Ça a été rejeté. Elle a fait appel de cette décision. Cette décision a été rejetée encore. Et finalement, le président Laurent Gbagbo a été emmené en Belgique. Le ministre Charles Blé Goudé, lui aussi, devait trouver exil quelque part, résidence surveillée quelque part. Mais malheureusement, les pays qu'on a contactés, qui ont été contactés, n'ont pas pu lui donner résidence. Mais ce n'est pas parce que Charles Blé Goudé est mauvais qu'ils n'ont pas pu trouver résidence pour lui. C'est parce qu'ils ont trouvé anodin, en tout cas, ce n'est pas le mot anodin, ils ont trouvé bizarre que quelqu'un qui est acquitté ne puisse pas choisir son lieu de résidence. C'est pourquoi ils ont dit non, si c'est dans des situations comme ça que vous voulez nous emmener quelqu'un, pour que nous, on le prive de liberté, il est acquitté, il est libre. Et vous dites que non, s'il vient, il ne peut pas aller ici, il ne peut pas aller là. Non, on ne peut pas prendre ça, on ne peut pas prendre ce genre de résolutions-là. C'est comme ça que Blé Goudé a été rejeté. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais, qu'il est bandit, qu'on l'a rejeté dans les pays en question. Il faut faire attention. La Belgique aurait accepté, mais c'est parce que le président Laurent Gbagbo avait déjà été pris en Belgique. Donc, pour que les deux ne soient pas ensemble dans le même pays, c'est pourquoi on les a séparés. Mais les pays qui ont refusé Charles Blé Goudé, c'est juste parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la procédure. Voilà, il faut faire très attention. Ensuite, le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, donc ayant joui de cet acquittement, il s'attendait, donc tout le monde s'attendait, les avocats de Laurent Gbagbo l'ont dit, monsieur Jean Bonnet, il faut... Tonton? Je suis en ligne. Donne-moi 5 minutes, je viens. Ah, d'accord, super. Donc, les avocats du président Laurent Gbagbo
l'ont dit, que nous, on s'attendait à ça. On s'attendait au fait que les gens viennent pour dire qu'on va faire l'appel. C'était déjà prévu. Donc là, il veut nous faire comprendre que non, c'est l'ONU, sinon Bensouda elle-même n'est rien, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si des gens vous disent des choses comme ça, ne croyez pas. Ça va. Tu t'en vas? Alors, Gbagbo est un prisonnier politique. Il faut le comprendre. Il est prisonnier politique maintenant. Et un prisonnier politique, on le libère avec la politique. Ce n'est pas avec le droit qu'on libère un prisonnier politique. Ça, si les gens n'ont pas compris ça, vous pouvez prendre le plus grand avocat du monde, vous n'allez pas régler le problème. Parce qu'un avocat règle des problèmes juridiques, mais il n'est pas capable de régler des problèmes politiques. C'est ce que nos camarades n'ont pas encore compris. Et ils commettent erreur sur erreur. Si depuis que le président Gbagbo a été acquitté en janvier de cette année, il n'a pas fait d'apparition publique, il n'a pas fait de déclaration publique, il faut comprendre que son avocat, j'imagine, Maître Altit, lui a dit, dans cette phase sensible, il ne faut surtout pas faire de déclaration qui pourrait être mal interprétée par les grands décideurs. Oui, mais et c'est pour ça que, jusque-là, le président Gbagbo n'a pas fait de déclaration, n'a pas fait d'apparition publique. Malheureusement. Où tu vas en venir? C'est un nombre d'erreurs et je vais expliquer. Il y a l'année dernière, j'ai rencontré le directeur de cabinet de Charles Blé Goudé, Youssouf Diaby, à Paris. On a longuement échangé. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, quelqu'un de très pragmatique. Et je lui ai dit, Youssouf, j'ai rencontré la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. J'ai échangé avec elle. C'était en 2017. Et elle m'a dit, Monsieur Bonnet, Charles Blé Goudé va être libéré. Gbagbo, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, parce que j'ai l'impression que Gbagbo n'a pas encore compris pourquoi il est enfermé à la CPI. Et ça risque de jouer contre lui. Ok. Bon, Monsieur Jean Bonnet, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont dans un procès conjoint. Bon, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire aussi. Ça veut dire que la responsabilité de l'un est liée à la responsabilité de l'autre. C'est pourquoi quand l'un a joui d'un acquittement, l'autre aussi a joui d'un acquittement. Lorsqu'on a dit le dossier de l'un n'est pas assez solide pour retenir sa responsabilité pénale, on a trouvé que le dossier de l'autre n'était pas aussi assez solide pour retenir sa responsabilité pénale. Donc, ce que je vais te faire comprendre, c'est que ce que tu es en train de donner comme information, là, comme quoi le ministre Charles Blé Goudé pourrait être libéré et qu'en fin de compte, le président Laurent Gbagbo pourrait être retenu là-bas parce que c'est un procès politique, parce que les pro-Gbagbo n'ont pas compris que c'est un procès politique. Nous avons compris depuis les premiers jours que c'est un procès politique. Nous avons compris depuis les premiers jours, camarades. Nous savons, c'est pourquoi nous avons été dans les rues pour manifester. Nous nous sommes fait entendre parce que nous savions que ça n'avait rien à voir avec le droit. Et que c'est pourquoi il fallait jouer un rôle de résistance. Mais vous aviez compris que comme c'est un procès politique, il faut aller faire la politique avec Alassane Ouattara. Il faut aller s'agenouiller devant Alassane Ouattara, faire le jeu d'Alassane Ouattara, même si il fait des élections truquées,
même si la CEI n'est pas convenable et n'est même pas acceptée par l'ONU dont tu parles, l'ONU qui est d'après toi les gérants du monde, l'ONU a critiqué la CEI que vous avez acceptée et puis vous êtes allé aux élections en 2015 avec Ouattara, même si la CEI aujourd'hui n'est pas équitable et que tous les députés sont en train de dire ah, écoutez, nous aujourd'hui on veut, mais vous n'êtes pas dans cette posture. Vous avez fait quelques réclamations ça et là, mais vous êtes pressé d'aller aux élections. Donc, ce que tu dis là, les erreurs de Laurent Gbagbo, parce que c'est en cela que tu veux venir. Ah oui, il fallait faire la politique, il fallait faire ceci, il fallait rien faire du tout. Le président Laurent Gbagbo, il a été pris. On l'a envoyé en Hollande, les gens l'accusent de certaines choses, il ne sait même pas de quoi on l'accuse. On dit viol. Il dit bon, venez, on va juger. On dit vol, tuerie, plan commun. Il dit bon, mettez-moi, mes avocats sont là, venez, on va juger. Vous dites que c'est politique, donc vous allez faire politique avec Ouattara. Depuis que vous faites politique avec Ouattara, vous avez obtenu quoi? Vous avez obtenu quoi? Vous dites que c'est vous qui avez obtenu la libération des prisonniers politiques, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais comment, pour une chose, tout le monde peut se vanter? Écoutez la logique. Hein. Écoutez la logique. Ouattara et le RHDP se vantent d'avoir libéré des prisonniers politiques. Parce que ça fait partie de leur mission de réconciliation. N'est-ce pas? Les pro-AFI se félicitent d'avoir œuvré pour la libération des prisonniers politiques. D'accord? Et qui d'autre? Beaucoup de gens se sont tapés la poitrine. Hein. Il y a qui encore même? Bon, le groupe des petits plaisantins, là, les assauts, là, les petits plaisantins, là, eux aussi, ils disent que c'est grâce à eux qu'on a libéré tous les prisonniers politiques, les Simone, etc., etc. Qui d'autre? Les docteur Doumbia Major, là, voilà, eux aussi, ils disent que c'est grâce à nous, on a libéré, c'est moi qui ai demandé, les Alain Lobognon, là, et Soro, là, tout ce monde-là. Mais donc, au finish, nous aussi, il ne faut pas oublier les Gores, hein, nous aussi on dit que c'est grâce à notre combat que les prisonniers ont été libérés, que Simone Gbagbo a été libéré, que tous ces prisonniers ont été libérés. Mais donc, au finish, c'est grâce à qui? C'est grâce à Afi, c'est grâce à Bédier, c'est grâce au Gore, on ne sait plus. Donc, moi je vais vous dire, nous les Gore, là, notre position n'a pas changé. C'est grâce à nous, grâce à notre combat, grâce à nos camarades pro-Gbagbo, grâce à la pression que nous avons mise sur Ouattara. C'est pour cela qu'il a cédé et il a libéré nos camarades. C'est pas compliqué. Toi, Afi, tu as fait quoi? Tu as essayé d'être président, tu as fait élection, tu as essayé d'être député, tu as eu députation. C'est tout ce que tu as eu. Tu as fait quel combat? Tu as fait quel combat? Jamais tu n'as pas mené de combat. Vous n'avez pas mené de combat, monsieur Jean Bonnet. Vous avez mené quel combat? Alors, vous aviez dit que si vous gagnez les élections, vous allez libérer le président Laurent Gbagbo. Mais l'élection, vous étiez très très loin de gagner. Vous étiez à 9%. Vous n'avez même pas franchi les 10%. Donc, comment vous alliez gagner des élections pareilles? Et d'ailleurs, le président Laurent Gbagbo, même que vous voulez libérer, à lui-même, il n'est pas d'accord avec votre politique. Il n'est pas d'accord avec votre politique. Et puis vous l'insultez matin, midi et soir. Et vous dites que vous voulez les libérer. Vous l'insultez matin, midi et soir. Vous voulez les libérer, monsieur Jean Bonnet. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Donc ce que je veux dire ici, c'est que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont dans un procès conjoint. Si l'un est libéré, l'autre sera libéré. Si l'un est condamné, l'autre sera condamné. C'est pour ça qu'on a dit procès conjoint. Ce que tu es en train de dire là, c'est faux. C'est faux.
Voilà, vous donnez trop de fausses informations. Vous pensez que vous pouvez intimider les gens en disant que oui, j'ai rencontré la représentante de ceci, j'ai rencontré... Ça, c'est vous jouez les grosses légumes, les gars. Ça ne peut pas distraire quelqu'un qui est serein. Quelqu'un qui est serein. C'est comme ça que vous nous avez distrait pendant longtemps lorsqu'on vous demandait pourquoi Afin N'Guessan ne rencontre pas le président Laurent Gbagbo. Vous nous avez distrait sur ce sujet-là pendant longtemps. Pourquoi Afin N'Guessan ne rencontre pas le président Laurent Gbagbo? Écoutez ce que je disais en 2016, 2015 même, juste après les élections. Écoutez ce que je disais déjà. Il faut écrire simplement dans YouTube Yves Hippo. J'espère que ça va passer parce que souvent... Ok. Alors, lorsque j'ai été invité sur le plateau de Event News TV, on m'a posé cette question. Pourquoi d'après vous, le monsieur Afin N'Guessan n'a pas encore rencontré le président Laurent Gbagbo? Regardez, écoutez bien. Event News TV qui a... Oui, expliquez-nous votre méthode, parce que pour l'instant, on n'arrive pas à le comprendre. Oui, on peut changer le système parce que nous sommes dans une guerre de communication. La guerre physique est finie. Les Français sont venus aider les rebelles à gagner cette guerre physique. Maintenant, nous sommes dans une guerre de communication. Laurent Gbagbo est enfermé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il puisse en ressortir un jour? Donc, nous estimons qu'il faille effectivement jouer sur la communication. C'est pourquoi nous sommes sur les réseaux sociaux. Oui. C'est ce qui va changer le système pour... Et ça peut changer déjà des opinions. Parce que quand je prends toujours l'exemple de Mandela, Mandela était condamné à vie. Qu'est-ce qui a fait que finalement les gens ont changé d'opinion et puis ils ont dit, bon monsieur, vous êtes libre. Nous espérons aussi qu'un jour... C'est le débat politique, c'est les négociations politiques, c'est beaucoup d'actions diplomatiques qui ont certainement aidé aussi. Je ne néglige pas le combat des Sud-Africains pour sa libération, pour leur émancipation eux-mêmes, mais il y a aussi à côté les actions diplomatiques et politiques qui ont aidé à sa libération. Mais à vous entendre, c'est... Je résiste au système, comme vous le dites, France-Afrique, je reste en dehors de la Côte d'Ivoire, je ne participe pas au débat politique ivoirien au sens propre du terme, et je réussis à... Je peux vous concéder cela, mais pour pouvoir discuter avec quelqu'un, il faut que cette personne vous écoute. Mais nous avons observé qu'en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, il n'écoute pas véritablement l'opposition. À partir du moment où beaucoup de nos camarades sont enfermés, sont en prison, nous avons demandé au moins la libération de ces camarades-là pour qu'on puisse discuter. Vous voyez, jusque-là, il y a une vingtaine, une trentaine, quand on a libéré, comme des marchandises, en fait, c'est des monnaies d'échange. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Vous voyez, et c'est pourquoi il y a des discussions on a entamé des discussions avec Afin N'Guessan pour qu'on puisse s'unir. Mais on n'est pas d'accord. Quand je parle de notre camp, le camp que nous soutenons, c'est-à-dire le camp Laurent Gbagbo, président du FPI, avec ses camarades Akoum et Aboudraman Sangaré. Après les élections, ils ont dit, bon, c'est vrai, nous avons eu des histoires avec Afin N'Guessan, mais il est temps de se retrouver. À quelle occasion ils ont c'est rester en dehors du système et ne pas y participer comme le propose Pascal Afin N'Guessan? On peut participer, mais ça dépend de comment, où, à quel moment. Vous voyez, par exemple, en allant comme ça aux élections législatives, par exemple, on va aviser. Le président Laurent Gbagbo donne son point de vue. Après, il a fait un coup. Votre avis? Moi, mon avis, c'est que... D'abord, notre avis, c'est que nous, on se range derrière la décision du président Laurent Gbagbo. D'abord. Laurent Gbagbo n'a encore rien dit. Vous dites quoi? Qu'est-ce que vous en savez? Il a reçu Akoun plusieurs fois. Ils ont eu des débats là-dessus. Et Akoun a fait le compte rendu. Donc,
législatives, ils iront aux élections Moi, législatives. personnellement, je ne vois aucun problème. Je donne une analyse juridique. Il n'y a aucun problème à aller aux élections législatives. Pendant que vous avez boycotté la révision de la présidentielles. quel est l'argument que vous avez présenté? Oui, les législatives, c'est autre chose, monsieur. Ah bon? Oui, c'est autre chose. Dites-nous. Quand on va aux élections un peu extrémistes, ce que je sais, c'est que le professeur Francis Vaudier nous enseignait qu'il y a le système présidentiel et le système présidentialiste. Présidentialiste dans ce sens qu'il accorde trop de pouvoir au président. Mais monarque, c'est pas trop le terme. Ils exagèrent pour dire tout simplement, comme vous l'avez dit vous-même, il y a trop de pouvoir. Le président décide de tout. Il peut même gouverner par ordonnance sans passer par l'Assemblée nationale. Vous le savez. Donc avoir un député, 2 députés, 10 députés, 20 députés, ça ne changera rien. Lorsqu'un député se lève à l'hémicycle et qu'il tient un discours, ça ne change peut-être rien, mais dans l'opinion des Ivoiriens, il y a un déclic qui se crée. C'est en cela que c'est différent des présidentielles. Voilà, parce que les présidentielles, dans tous les cas, si le président reste président, mais avec les députations, c'est un peu différent. Ok, justement, non plus assez de temps, nous allons venir sur la question. Aujourd'hui, l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est la réforme constitutionnelle. On annonce un vice-président, un Sénat. Pour vous, quelle réflexion vous faites sur le nouveau projet, bon, qu'on ne détient pas encore, mais dont on entend un certain nombre dans les médias? Pour vous aujourd'hui, pour vous, c'est ça. Vous savez, quand j'ai entendu cette histoire de révision ou de changement de constitution, ou je ne sais pas comment il dénomine cela, je me suis tout de suite demandé, mais pourquoi il n'a pas fait ça lors de son premier mandat? Pourquoi c'est au deuxième mandat qu'il fait ça? Il le fait bien évidemment au deuxième mandat parce qu'il a le dos au mur. Voilà, ce sont ces dernières années. Donc il essaye de tripatouiller les textes pour s'imposer. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et ça, c'était 2015. Hein. En ce moment même, on ne savait même pas que tout ça allait arriver. Hein. C'est une arnaque juridique. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, il veut créer une nouvelle république. Bon, quand on veut créer une nouvelle république, il ne faut pas oublier que le test constitutionnel que nous avons est jeune. C'est un test qui date de 2000, si je ne m'abuse. Voilà, donc pour moi, il n'y a rien à changer. Les Ivoiriens sont contents de leur constitution. Ils l'ont voté, ils l'ont plébiscité à plus de 80%. Il faut laisser ce test tel qu'il est. Donc pour vous, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un vice-président. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Il faut qu'il explique aux Ivoiriens pourquoi tout ça c'est nécessaire. Parce que les Ivoiriens ont voté... Parce qu'il estime que cette constitution est assez confligène, elle est à la base de 10 ans de conflit en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est confligène en Côte d'Ivoire. Et ça, il le sait. Ses partisans le savent. Ce n'est pas la Constitution. La Constitution, je vous le dis, a été plébiscitée. Oui, elle peut être plébiscitée à un moment, mais il y a certaines dispositions à quel moment? C'était dans les années 2000. Il y a certaines dispositions, l'article 35, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui estiment qu'à cause de cet article, il ne peut pas briguer la magistrature suprême en Côte d'Ivoire parce qu'il faut forcément avoir le père et la mère ivoirien. Bon. C'est ça, c'est ça. Nous avons dit à M. Ouattara qu'en Côte d'Ivoire particulièrement, il fallait être, pour être candidat, il faut être né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Grâce à la rébellion, il a réussi à se faufiler. Après, lui-même il signe, il est d'accord lorsqu'on dit que si tu te présentes exceptionnellement, tu es obligé de faire un mandat. Il est d'accord avec ça. Mais après ça, il ruse encore en 2015. Il ruse encore pour pouvoir être candidat à titre exceptionnel, mais qu'il appelle cette fois dérivé. Vous voyez des arnaques de ce genre. Maintenant, il veut maintenant toucher à la Constitution. Nous disons, mais c'est trop. C'est trop. Donc vous appelez les Ivoiriens à voter? Non, il faut voter, non, il faut boycotter, c'est trop. Boycotter ou voter non? Il faut même boycotter. Mais boycotter, ça, il ne pas participer oui, au vote. Il ne faut pas participer au vote. Mais il y a d'autres qui auront participé. Ceux qui participeront voteront oui. Dans tous les cas, si de là-haut, nous recevons l'ordre de ne pas participer à cette arnaque,
soit en votant non. De là-haut ou du ciel. De là-haut, quand je dis de là-haut, je parle FPI. de... Oui, le FPI organisé. Le FPI est fragilisé, maintenant il y en a deux. Hein, a tendance à Boudraman Sangaré et tendance à Finguissan. Vous prenez vos ordres. Qui est à Finguissan? Le président du FPI. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Donc vous prenez vos ordres. Chez monsieur le président Laurent Gbagbo. Moi, la question que j'allais vous poser, c'est pourquoi ce monsieur n'a pas encore rencontré le monsieur pour qui il se bat. S'il est président du FPI... Il y a répondu. Ah oui? Il a dit que le président Laurent Gbagbo reçoit ceux qui doivent recadrer. Donc c'est tellement lui la mission à lui confier. Mais le président, parce que la Finguissan l'a dit. C'est pas vrai. Alors vous, quelle lecture faites-vous de ceux qui ne sont pas reçus? Pour moi, j'estime que le président Laurent Gbagbo l'a désavoué. En ne le recevant pas? Oui. Puisque le président Laurent Gbagbo a reçu, comment il s'appelle, celui qui avait voulu être président en Côte d'Ivoire en vendant des attiétés, monsieur Kakabi. Oui. Lui, il a voulu être président en vendant l'attiété en Côte d'Ivoire. Bon, lui, il a été reçu à 2 reprises par le président Laurent Gbagbo. Monsieur Akoune a été reçu. Monsieur Aboudraman Sangaré aurait pu être reçu s'il n'y avait pas encore l'embargo, je ne sais pas, c'est une sanction, non? Une sanction de l'Union européenne. Voyez des choses comme ça. Vous parlez de négociation alors que des gens sont encore sanctionnés. Non, monsieur Afinguessan, c'est parce qu'il est tranquille. Il n'est pas sanctionné, il n'a pas de problème. C'est pourquoi ils disent des choses comme ça. Rapidement, il reste 3 minutes. Nous allons passer à 2 questions sur Voilà. le procès aujourd'hui qui se déroule à la CPI et le procès de Mme Simone Gbagbo à Abidjan. Vous allez dire que je suis un prophète, hein? Puisque là, nous sommes pratiquement en 2016. Hein? Là, en ce moment, Afi n'a même pas encore rencontré le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, il y a eu des débats là-dessus et tout. Pendant que nous, on disait que le président Laurent Gbagbo t'a désavoué. Le président Laurent Gbagbo t'a désavoué. C'est pourquoi tu ne l'as pas encore rencontré. Lui, il disait non, 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 non. Le président Laurent Gbagbo a son agenda. Qui rencontre les gens, c'est pour leur de faire des récriminations, pour les réprimander, etc., etc. 2019 arriva. 2019, il se retrouve en France. Le président Laurent Gbagbo dit, si tu veux me rencontrer, il faut aller à RFI pour reconnaître que c'est moi le président du FPI. Il se fâche. Il rentre sur Abidjan et puis eux, Jean Bonnet et sa clique, ils commencent à raconter des choses. Non, c'est comme ça qu'ils vous trompent. C'est comme ça qu'ils vous trompent. Toujours, ils vous disent des choses et puis après, ça les rattrape. Donc, sur cette affaire de visite au président, là, ils vous ont trompé. Moi, depuis 2015, je savais. Je n'ai pas parlé au président, mais je sais. Parce que je sais lire le jeu politique en Côte d'Ivoire. Je lis le jeu politique avec perfection. Et je vous ai dit une chose, je lance encore un défi ici. Je dis que l'alliance que le président Laurent Gbagbo est en train de faire avec le PDCI, je ne suis pas d'accord avec cette alliance. Ça, vous allez venir encore dans 2 ans. Je vous donne 2 ans. Vous allez repasser les vidéos de Iva Hippo. Vous allez dire que le gars là, c'est un prophète. Donc, pour l'instant, on va suivre. Hein. C'est le mot d'ordre. D'ailleurs, je l'ai dit dans cette vidéo. Hein. J'ai dit quand les décisions viennent de là-haut. Lui, il n'a pas compris. Il pensait que je parlais de Jésus-Christ. Non, je parle de la hiérarchie. Le président Laurent Gbagbo a dit qu'il il n'a aucun problème à faire une coalition avec le président Henri Konan Bédié. Pas de problème. Pas de problème. On va suivre, on va communiquer, on va faire tout pour que le PDCI et le FPI soient en symbiose. Il n'y a pas de problème. Mais, moi je dis ici que c'est une dangereuse. C'est ce que j'ai dit. Voilà, écoutez, j'ai parcouru tous les sujets qui m'intéressaient aujourd'hui. Libérer notre camarade Diana Blé et en ce qui concerne monsieur Jean Bonnet, vous êtes un piètre politicien, en tout cas si vous en êtes un. Vous dites des choses, vous distillez des informations qui ne sont pas vraies. Et je viens ici de démonter un certain nombre d'informations. Je reviendrai sur une autre vidéo que vous avez faite à propos du président Laurent Gbagbo et de ses mauvais comportements. Je reviendrai là-dessus et
je vais encore corriger tout ce que vous racontez. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Yves Aipo est de retour. On va faire beaucoup de vidéos maintenant que je suis stabilisé. Je suis stable. Je suis stable et je suis bien stable. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.